Quand j'ai créé la marque et que j'expliquais qu'on était éco-responsable, les gens demandaient « éco quoi ?» On porte, c'est comme une empreinte de nous et c'est vrai qu'on a du mal à jeter. Je fais les magasins tous les jours alors. Je vais dans les magasins, je regarde, mais j'achète pas. La transition écologique, elle rentre dans l'ADN des MJC. Quand c'est un truc qui me plaît, qui est à la mode, je l'achète. Il faut un truc qui fasse un électrochoc, un moment, chez quelqu'un. Au cours de la dernière décennie, il y a eu de grands changements dans l'industrie de la mode. De plus en plus de marques rejettent les principes de la fast fashion et optent pour une approche plus éco-responsable et éthique de la fabrication de vêtements. En général, nous savons peu de choses sur les conditions de travail des personnes qui fabriquent nos vêtements. Malgré l'impact que peuvent avoir les médias sur la consommation des gens, ils montrent uniquement les grosses catastrophes. Nos décisions quotidiennes ont un impact direct et contribuent à transformer le monde. Nous sommes 5 volontaires européens et européennes engagés dans différentes MJC en Île-de-France et nous avons créé ce film car nous nous sentons très concernés par cette problématique de la fast fashion. Avec ce film, on souhaite sensibiliser aux mauvaises et bonnes pratiques de consommation des vêtements. Bonjour, je m'appelle Carla, je viens de l'Espagne, j'ai 24 ans et dans ce moment, je fais mon volontariat international dans le centre Château-Landon qui se trouve à Paris, dans le 10e arrondissement. Je m'appelle Paola, j'ai 18 ans et je viens d'Allemagne. Dans le cadre du programme Corps européen de solidarité, je fais mon année sociale à Persan, dans le nord de Paris. Moi, c'est Ferdinand, j'ai 18 ans et je viens de l'Allemagne. Actuellement, je suis volontaire européen dans la MJC Fernand Léger à Corbeil-Essonnes. Je m'appelle Naza, je viens d'Espagne et je suis volontaire européenne au siège de la Fédération régionale des MJC Île-de-France. Bonjour, je m'appelle Federica et je viens d'Italie. Je fais mon volontariat européen dans le centre socioculturel de Madeleine Rébéreux à Créteil. Bonjour, je m'appelle Océane Danieli, je suis la personne intervenante auprès des volontaires européens qui font cette année donc 2021-2022 le corps européen de solidarité et j'interviens auprès de la Fédération des MJC en Île-de-France. Les projets que les volontaires et moi nous sommes en train de mettre en place, je pense que c'est très très important de rendre visible la problématique de la fast fashion. Selon moi, pour mener une mode de vie éco-responsable, il ne faut pas que considérer ce qu'on mange ou comment on se déplace. Pour moi, il faut aussi considérer les vêtements et comment on s'habille. Avant, je me préoccupais seulement pour les prix, mais de plus en plus, je trouve que consommer la mode durable au slow fashion, c'est une des alternatives les plus innovantes et importantes. Je trouve les défis d'acheter des vêtements de manière éthique et responsable tout à fait réalisables. L'idée du défi est vraiment utile et facile pour prendre conscience où nos vêtements sont produits et sous quelles conditions. De changer la mentalité et aussi de changer la mentalité de ces personnes-là comme moi qui ne portent pas toujours la dernière mode mais quand même consomment des vêtements. Et partir vraiment d'une expérience personnelle et réelle pour promouvoir ces thématiques. L'industrie de la mode est une des preuves les plus frappantes des limites de notre monde capitaliste qui recherche sans cesse l'accumulation de bénéfices par la surexploitation des ressources planétaires au détriment de la vie sur Terre. 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre émis chaque année, 140 millions d'animaux tués par an pour la production de fourrure, 12 millions d'enfants contraints de travailler pour cette industrie. Non. Non. Malheureusement. Non, ça je connaissais pas.
Ah non, je ne sais pas comment ça fonctionne. Oui. Oui, bien sûr. C'est plus à consommer du coup des produits qui ont déjà été, comme des produits justement d'occasion. C'est le fait de vraiment acheter beaucoup moins que ce qu'on a besoin, c'est ça? C'est éviter la fast fashion, bien sûr, et c'est surtout de donner une deuxième vie, troisième vie à un article qui a déjà aussi peut-être une histoire. Tout ce qui est friperie, réutilisé en gros. C'est quoi? Le slow fashion, c'est-à-dire d'acheter un vêtement, d'en prendre soin le plus longtemps possible. La croissance lente, maîtrisée, raisonnable, des petites quantités. De faire attention à sa garde-robe. On n'est pas obligé d'avoir une garde-robe, on peut avoir quelques pièces. Donc c'est vraiment rester à une échelle artisanale et il vaut mieux plein de petites marques artisanales pour habiller le monde entier et localement plutôt que des gros mastodontes qui deviennent des monstres de croissance. La slow fashion s'inscrit à l'opposition de la fast fashion et propose de consommer moins et mieux. Des vêtements de meilleure qualité fabriqués localement et ou de manière éthique qui ont certes un coût plus élevé mais qui durent plus longtemps. Une consommation de biens et de services qui satisfait les besoins élémentaires et améliore la qualité de vie tout en minimisant l'exploitation des ressources naturelles, l'emploi de matériaux toxiques et les émissions de déchets et de substances polluantes tout au long du cycle de vie des produits et des services consommés. Je suis Thomas Jury, je suis directeur de la MJC ici. Et en fait, on a, il y a quelques temps, orienté le projet de la MJC vers des questions de transition écologique. On a fait ce projet-là autour de l'écologie sur les questions du quotidien, sur commencer de transformer nos habitudes de consommation et nos habitudes de vie. Et donc on a à la fois travaillé la question des espaces extérieurs, de la végétalisation. Il y a aussi la question de la réparation, de la réduction des déchets. Moi déjà, je suis très attaché à essayer de faire en sorte que la transition écologique, elle rentre dans l'ADN des MJC. C'est-à-dire que vraiment, elle s'incorpore comme un truc naturel et permanent. On a commencé à travailler la question du vestiaire à l'occasion de collectes de dons qui étaient destinés à des réfugiés qui étaient hébergés dans des gymnases sur le territoire. Et donc on a mis en place des actions pour récolter des dons. Et donc on a commencé à faire des vestiaires ponctuels en fonction des besoins. Et puis ensuite, petit à petit, on s'est dit, mais en fait, il faut que ces vestiaires, ils restent permanents. Et il faut aussi que ce ne soit pas uniquement des vestiaires qui soient destinés à des gens qui ont des besoins urgents, mais que ce soit un vestiaire qui touche tout le monde. Parce que justement, ça rentrait en lien avec le projet autour de l'écologie et de la transition écologique. Je m'appelle Dominique Vandevondel. Je fais partie des bénévoles pour la MJC. Moi, je suis Lina Vélez, je suis colombienne. J'étais accrochée par les vestiaires et les systèmes qu'ils utilisent ici pour aider les gens. Les gens donnent énormément, les pulls, les manteaux, les chaussures et tout. On a besoin de beaucoup de volontaires pour trier énormément de vêtements. Donc, avec Lina, on trie les pulls pour femmes, les manteaux pour femmes, les pantalons pour femmes, les hommes, pareil, beaucoup pour les enfants. Donc effectivement, ça fonctionne très bien. On sait maintenant qu'à la MJC, il y a un vide de vêtements, une vide de vêtements. Oui. Donc les gens viennent se servir.
à chaque saison. Assez régulièrement. J'en achète souvent. Je fais les magasins tous les jours, alors. Ça dépend des saisons et tout. En été, généralement, c'est assez fréquent. Une fois tous les 2 mois, par ça? Au moins une fois, 2 fois tous les 2 mois. Todas las semanas. Mais j'achète beaucoup chez Zara, je ne sais pas si je peux dire un nom, parce que c'est très mode et pas très cher. Enfin, c'est pas des choses exorbitantes, quoi, voilà. J'essaie vraiment d'acheter sur Vinted, par exemple. Je n'achète que des vêtements d'occasion. Sur Vinted ou alors Guérissol, les friperies, Fripstar, enfin voilà. Mais j'aime beaucoup les magasins. Il existe de fortes disparités concernant l'achat des vêtements. Un Nord-Américain achète en moyenne 16 kg de vêtements par an. Un Européen, 2,6 kg. Et dans les pays du Moyen-Orient, le chiffre chute à seulement 2 kg. Oh là là. Je dirais 100 €, le minimum. Vas-y, 200. 150 euros. Al mes? Non. La semana? Oui. Vale. En général, je ne dépense jamais plus de 50 € et j'essaye surtout d'avoir de la qualité. Par exemple, pour l'hiver, je sais que je peux mettre 100 € facilement parce que pour des bons pulls, c'est vrai que ça coûte au moins 30 €, quelque chose comme ça. Comme chez Zara, je vous dis, c'est pas cher, je dépense quoi 100 € même pas par mois. Donc, mais avec 100 € vous pouvez voir un pantalon, une robe, tout ça. Donc, et après pour l'été, ça va maximum 50 €, hein, pas plus. Bah, comme je suis sur des vêtements d'occasion, c'est pas honnêtement, très sincèrement, ça va pas au-delà de 50 € par mois. Hein, voilà. Mais j'arrive à avoir plein de trucs. C'est ça l'intérêt. Le début des années 2000 s'accompagne d'une explosion des ventes avec la multiplication des collections proposées en magasin et le succès du commerce en ligne. Les raisons pour cet engouement croissant pour la mode sont la montée des classes moyennes dans les pays en développement et la baisse des prix de l'habillement qui a pour effet de raccourcir le cycle de vie des vêtements. En moyenne, les vêtements sont portés 7 à 10 fois. Je suis Michel Ferdin, je suis animateur couture à la MJC de Corbeil-Essonnes et dans les maisons de quartier Évry Village depuis 6 ans, à peu près 8 ans. Donc mon métier, en fait, c'est que j'enseigne la couture à des personnes qui veulent apprendre la base de la couture, apprendre à créer les vêtements de A à Z. Donc je les accompagne sur un projet. Et je peux aussi accompagner des personnes sur la customisation, la création textile, le tricot. J'ai 41 ans et j'ai appris à l'âge de 13 ans à commencer à coudre. Voilà. Je ne suis pas pour la fast fashion. Je suis contre la fast fashion. Je veux me battre pour ça et essayer d'apporter avec mon savoir-faire et ma volonté, donner des techniques aux gens pour justement améliorer un peu les vêtements qu'ils ont, même s'ils ont un petit trou, les aider à améliorer ça et pour qu'on puisse avancer un peu dans le meilleur.
L'industrie du textile est responsable à elle seule de la mort de 140 millions d'animaux dans le monde chaque année. Pour leur fourrure et leur cuir, ces animaux vivent dans des conditions de vie inimaginables, entassés et souvent sous-alimentés. De plus, une forte utilisation du chrome et des produits chimiques pour tanner le cuir se retrouve dans les rivières via les rejets des eaux usées. Ces derniers intoxiquent la faune, la flore et par conséquent les êtres humains. Du travail des enfants dans les champs de coton au travail en servitude dans les usines de confection peu stables, la fast fashion est l'un des plus grands contributeurs à l'esclavage moderne. La plupart des usines de textile emploient leurs travailleurs dans le secteur informel, les privant d'une sécurité sociale et du pouvoir de manifester. C'est le cas pour les 2 millions de travailleurs au Bangladesh. Quand j'ai créé la marque Le Tango, j'étais très jeune, j'avais 24 ans et je sortais de 2 ans de travail pour des marques classiques françaises et j'étais pas tout à fait d'accord avec leur façon de faire les choses. J'avais pas identifié que c'était éco-responsable ce que je voulais faire, mais juste j'avais pas envie de faire travailler des fournisseurs à l'autre bout du monde dans les conditions que j'observais. J'avais envie d'avoir des matières plus naturelles, plus responsables, plus écologiques. Et j'avais envie de faire des petites quantités. J'avais envie de proposer une mode éco-responsable qui soit très désirable, qui soit très fantaisie, qui soit pleine de couleurs. Parce que je trouve que dans la mode éco-responsable, on trouve beaucoup de basiques, de classiques, de couleurs sobres. Et c'est bien, il en faut, puisqu'on ne s'habille pas tous en bariolé toute la vie. Mais moi, j'avais envie de proposer des modèles éco-responsables qui soient un peu plus fun et qui soient la pièce qui illumine le look, qui illumine le vestiaire. Alors pourquoi on est éco-responsable? Parce qu'on est éco et responsable. Donc éco, ça veut dire écolo, et responsable, ça veut dire responsable socialement. Donc on essaye de respecter la planète et les êtres humains et les travailleurs. Sur la partie planète, on va choisir des matières qui sont écologiques ou alors qui sont issues de savoir-faire très anciens en France. Par exemple, les fournisseurs qui fabriquent nos boutons ou qui tissent nos tissus, ils existent depuis 80 ans, 150 ans, 190 ans. Donc c'est vraiment des savoir-faire que j'ai envie de faire perdurer. Respect social des humains, ça va être sur travailler avec des ateliers qui existent depuis très longtemps, qui sont certifiés, qui sont entreprises du patrimoine vivant. Et pour notre atelier Kiku, qui est en Pologne, donc qui est vraiment en Europe, on travaille avec un tout petit atelier, avec moins de 30 couturières,
où les couturières sont payées plus que le SMIC polonais, parce que le SMIC polonais est assez bas. Donc du coup, on essaye de travailler avec des ateliers qui s'occupent bien de leurs travailleurs. Et une des meilleures façons de l'observer, ça, que les couturières sont bien traitées, c'est qu'elles restent très longtemps dans les ateliers. Donc elles sont là depuis 30 ans et il n'y a pas de turnover. Alors, nos vêtements sont accessibles pour tout le monde de plusieurs façons. On va habiller tous les âges. J'habille ma petite sœur, ma mère et ma grand-mère. On va faire du sur-mesure au prix du prêt-à-porter pour habiller en dessous du 34, au-dessus du 44. Donc on fait vraiment toutes les tailles au même prix. On ne fait pas de solde parce qu'on fait le prix juste toute l'année. Donc ça demande un certain pouvoir d'achat d'acheter nos vêtements. C'est pour ça qu'on propose de payer en 3 fois sans frais nos vêtements pour qu'on puisse programmer son achat, même si on a peu de moyens financiers, qu'on puisse se dire, ok, plutôt que d'acheter 5 chemises mal coupées, mal fabriquées, qu'on fait du tort à la planète et aux travailleurs, je vais en acheter une qui va être durable, que je vais garder longtemps et je vais pouvoir la payer en 3 fois, en 3 mois. Et ensuite, on s'occupe de la réparation et des retouches gratuites à vie pour essayer justement d'augmenter la durée de vie de notre vêtement. Alors, on va prendre l'exemple d'une chemise bleu tango, on va prendre une chemise en coton et on va prendre une chemise en viscose éco-véro, puisque les matières ne viennent pas du même endroit pour ces deux chemises. Donc une chemise en coton, le coton va être cultivé en Chine, puisque notre coton bio certifié GOTS est fabriqué en Chine, est cultivé en Chine, il est tissé là-bas. Donc c'est pour ça qu'on s'assure que ce soit GOTS, pour essayer d'avoir un minimum d'assurance là-dessus. L'éco-label GOTS permet de repérer le coton bio réellement respectueux de la planète. Au niveau écologique, ce label garantit un minimum de 70% de fibres biologiques dans le produit, une absence de produits chimiques nocifs, une réduction de la consommation d'eau et de l'énergie et une fabrication écologique du début à la fin de la chaîne de production. Au niveau social, le label certifie le marque qui respecte les conventions de l'OIT. C'est l'Organisation internationale du travail, qui contiennent entre autres une interdiction du travail forcé ainsi que d'enfants. Ensuite, si c'est une chemise en viscose éco-véro, cette viscose, elle va venir de forêts qui sont gérées durablement, européennes, par Lenzing, qui s'occupe de tout ce qui est viscose et tencel écologique. Et donc en fait, qui est le leader mondial de la viscose écologique avec des forêts européennes. Ce qui nous permet d'avoir pas de produits chimiques dans la transformation de cette cellulose de bois en une fibre textile. Une fois que cette matière est acheminée en France, elle arrive chez Devaux, qui est notre imprimeur, qui existe donc depuis 190 ans. Ils ont des archives incroyables et eux, ils sont également entreprise du patrimoine vivant et ils sont certifiés STEP by Ecotex, c'est-à-dire les plus hautes normes actuelles dans le monde pour l'éco-responsabilité, donc éco et responsable. Ensuite, une fois que ce tissu va être imprimé avec mes motifs, il va partir dans notre atelier en Pologne, avec tout ce qui est boutons qui ont été fabriqués dans le nord de la France par notre entreprise Crépin Petit, qui est un fournisseur qui lui existe depuis 150 ans. Une fois que ce tissu arrive en Pologne, il va être coupé selon les patronages qu'on aura fabriqués avant à l'atelier ici. Il va être cousu et une fois que tous les vêtements sont prêts, ça va repartir chez nous par un envoi, puisqu'on essaye d'optimiser tous ces transports, vraiment d'envoyer en une seule fois le tissu et ensuite d'envoyer en une seule fois la production. Et voilà, et c'est comme ça qu'il arrive sur le cintre. Les chemins d'un vêtement fast fashion commencent dans la production des matières premières. Pour les vêtements en coton, celle-ci est génétiquement modifiée à 90%
nécessitant des quantités énormes d'eau, pesticides et insecticides. Saviez-vous que pour produire un t-shirt en coton, il faut 2700 litres d'eau? Le coton est transporté dans les usines de différents pays pour la création de vêtements. Ensuite, les usines du tiers-monde, comme par exemple la Chine ou le Bangladesh, fabriquent un vêtement à partir de cette matière première. La production du tissu a un grand impact environnemental, car la teinture nécessite d'énormes quantités d'eau, qui sont traitées avec des produits chimiques. Toutes ces substances toxiques finissent dans les rivières ou les mers. Les personnes qui travaillent dans les usines sont exploitées, car elles reçoivent très peu d'argent pour le travail fourni. Aussi, l'exploitation infantile est permise dans certains pays. Les vêtements sont étiquetés et emballés dans l'usine après les derniers contrôles de qualité. À ce stade, différents types de matériaux sont utilisés, comme les papiers ou les cartons, les plastiques et peut-être les métaux. Dans de nombreux cas, ils n'utilisent pas des matériaux recyclables. Une fois les vêtements conçus, les vêtements commencent un large voyage, soit en avion, soit en bateau, vers les pays de destination. Une fois encore, le niveau de pollution est élevé. Lorsque le vêtement arrive au centre de distribution dans les pays de destination, il est livré à l'acheteur du produit ou au domicile du client. Comme j'achète beaucoup de vintage, pas forcément. Oui, je me renseigne. Non, honnêtement non. Alors oui, pas sur tout, mais sur certains, oui. Je sais que la fabrication d'un jean, malheureusement, c'est assez catastrophique. Je regarde des fois, mais vous savez que c'est fait soit en Turquie, soit au Maroc, soit en Chine. Ah, Bangladesh, chez Zara, je pense pas. Mais sinon, j'essaye, quand j'achète du neuf, j'essaye d'acheter des choses qui sont faites avec un peu de responsabilité. Oui. 93 milliards de mètres cubes d'eau sont employés chaque année par l'industrie textile. L'impact écologique de l'industrie textile ne s'arrête pas au cycle de production. En effet, elle continue après la vente des produits. 12% de la consommation d'eau d'un vêtement est réalisée post-achat lors de l'entretien du vêtement au cours de son lavage. L'industrie de la mode produit importantes émissions de gaz à effet de serre liées à la production des matières premières et des textiles, à l'élevage de vaches et au transport. D'après la projection, en 2050, on attend 25% des gaz à effet de serre issus de l'industrie textile si l'on ne diminue pas notre surconsommation de vêtements et chaussures. Aujourd'hui, l'habillement, c'est déjà le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière l'industrie du pétrole. Selon les études, les chiffres actuels varient fortement entre 3 et 10% des émissions de CO2 mondiales. Moi je m'appelle Eugénie et je fais de la broderie à la main essentiellement, et du coup j'ai créé une marque qui s'appelle Le Génie. On notera le jeu de mots plutôt rigolo. Je travaille en collaboration avec des artistes, illustrateurs ou tatoueurs. On a tous des vêtements chez nous qui traînent, qu'on porte plus forcément, que ce soit des t-shirts, des pantalons, des vestes en jean, qu'on porte plus parce que on s'en est lassé. Mais juste là, de broder quelque chose dessus, que ce soit vraiment un petit motif comme un petit cœur avec un sourire, ça va tout de suite nous donner envie de
de le reporter, de lui donner une vie plus longue, alors que là si on s'en était lassé, on serait allé au magasin acheter un autre truc, et puis là du coup non, on va continuer à le porter, et c'est plutôt cool. Pour commencer la broderie, le matériel est quand même assez... il n'y a pas besoin de grand chose, juste besoin d'un tambour, des aiguilles et du fil. Et donc du coup c'est pas cher, et aussi ça permet aussi de... C'est un moyen de se déconnecter aussi de nos téléphones, et aussi c'est facilement transportable, donc ça peut être cool pour commencer, ça peut être des bons arguments. Bonjour, je suis Sandra, salariée de l'association La Tribu sur la ressourcerie de Corbeil-Essonnes. Alors c'est quoi une ressourcerie? Une ressourcerie en fait est une alternative en fait qui permet aux particuliers de venir déposer des objets dont ils n'ont plus besoin à la maison pour éviter d'aller à la déchetterie. On collecte des dons de particuliers. Ce sont des apports volontaires qu'on accueille ici. On trie les objets, on les valorise. C'est-à-dire que s'il y a des petites réparations à faire, ou quoi, on les remet en état et ensuite on les met en rayon et avec des prix solidaires. Cette ressourcerie, elle a pu être ouverte parce qu'on nous a prêté le local par Novaxia, qui est un fonds d'investissement. Et nous sommes une petite association La Tribu qui avons déjà une micro-ressourcerie sur Ris-sur-Rangis. Et on a eu la chance d'avoir ce local de 300 mètres carrés. Donc ça fait 5 ans qu'elle existe l'association et on a le local depuis décembre 2021. Donc les horaires d'ouverture, c'est le mercredi et le samedi pour la vente et les collectes. Donc c'est de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30. Bonjour, je m'appelle donc Marie-Josée, je suis bénévole à La Tribu depuis janvier 2022, donc je ne suis pas salariée. Je connais bien La Tribu depuis plusieurs années déjà, je souhaitais être bénévole et donc j'en ai profité depuis janvier. Donc il y a 2 cercles qui m'intéressaient, c'était donc la fripe et la ressourcerie. C'est quelque chose qui m'intéressait parce que je veux réduire au maximum les déchets et notamment tout ce qui est textile, parce que je sais que ça représente une source de gaspillage et pour la planète c'est vraiment infernal. Moi je suis à la ressourcerie de Corbeil et on est envahi de sacs de vêtements. Les gens ramènent. Et c'est vrai que c'est énorme tout ce qu'on peut accumuler en vêtements et en objets aussi. On va faire des petits ateliers où on apprendra aux personnes pour une somme modique ou même pour rien du tout à réparer des vêtements. Moi j'essaye de mettre en place aussi que les personnes elles viennent avec quelques vêtements et transformer la matière.
convaincre les gens de changer leur consommation, d'acheter plutôt dans des petites marques éco-responsables, il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'il faut se tourner vers les filières françaises. C'est plus cher, mais la qualité est là. Et même maintenant, quand j'achète dans les ressourceries, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? C'est à nous, créateurs, de faire œuvre de pédagogie, d'être tout le temps en train d'expliquer pourquoi c'est pris, pourquoi c'est mieux pour la planète, pourquoi c'est mieux pour les travailleurs, d'être toujours en train de défendre nos choix, de les expliquer de la façon la plus ludique et la plus créative possible. En fait, il faut le faire par l'action. Il faut le faire par l'exemple, il faut le faire par le quotidien. Grâce aux réseaux sociaux, on peut toucher notre communauté, créer une communauté, fédérer une communauté, en étant juste créatif et en y passant du temps. Il y a toujours eu un film qui nous a particulièrement choqués, que ce soit pour l'alimentation, l'élevage ou les vêtements. Il faut un truc qui fasse un électrochoc à un moment chez quelqu'un. Mais il faut aussi qu'au quotidien, les choses se passent, quoi. Il y a du courage politique à avoir, c'est-à-dire on ne peut pas attendre seulement des consommateurs qu'eux-mêmes changent. Ces petits gestes écolos sont importants, ils permettent de discuter autour de soi, alors toi tu recycles, alors toi tu achètes en fripe, etc. Mais ils ne suffiront pas de taxer en fait beaucoup plus fortement ce qui vient de l'étranger et qui n'a pas été fait dans de bonnes conditions, d'encourager également les marques éco-responsables. Donc c'est aussi à nos politiques de prendre la chose en main et de commencer à faire bouger les industriels, puisque les industriels ne bougeront pas d'eux-mêmes. Il faut créer des mouvements, créer des collectifs de jeunes créateurs qui ont envie de transformer leurs vêtements. Moi, ce que je leur conseille, c'est d'acheter local. Local. Français. De sélectionner, quand ils veulent aller dans les magasins, des vêtements de qualité. Vous pouvez être beaucoup plus sélectif et choisir des vêtements de vraiment très très bonne qualité. De se renseigner avant d'acheter. Avant de jeter un vêtement, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à récupérer là-dessus ? Se rapprocher des ateliers de customisation, des ressourceries. Et aussi, il y a la possibilité de customiser ses propres vêtements, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il est tout à fait possible de pouvoir lui donner une seconde vie, c'est-à-dire pouvoir garder le plus longtemps un produit, mais éviter de se dire c'est toujours le même, j'en ai assez de le voir, mais si en fait on peut le customiser, on peut le garder plus longtemps. Aider les jeunes créateurs qui ont lancé leur petite collection capsule. D'aller sur le site de Bleu Tango et d'écouter le podcast qui s'appelle « Inventer son modèle d'entreprise responsable ». C'est un podcast qu'on a enregistré il y a 2 ans et où on raconte toutes les difficultés d'une entreprise éco-responsable, toutes les victoires aussi, toutes les épreuves auxquelles on a été confrontés, les bêtises qu'on a faites, comment on les a surmontées. Et ça leur donnera une vision de l'intérieur de ce que ça veut dire de créer des vêtements. Et donc ça pourra, je pense, nourrir leur réflexion. Avec ces films, nous avons voulu clarifier la différence entre la fast fashion et la slow fashion, ainsi que montrer quelques exemples de consommation alternative qui prend en compte les caractères éthiques et écologiques du vêtement, tout au long du cycle de sa production et de son utilisation. Aujourd'hui, nous disposons de nombreux moyens pour nous informer et prendre conscience de l'impact de nos achats. En outre, nous pouvons nous référer aux labels et aux certifications, essayer d'acheter des produits locaux, acheter des vêtements d'occasion ou même apprendre à faire de petites réparations sur les vêtements que nous possédons déjà afin qu'ils durent plus longtemps. Mais là encore, nous pouvons essayer de modifier plus profondément notre relation avec les vêtements en privilégiant la qualité à la quantité. La mode peut être merveilleuse. Elle peut refléter notre identité, nous permettre de jouer et de nous déguiser, d'être quelqu'un d'autre. Nous pouvons avoir une relation saine avec la mode sans laisser les marchés dicter nos goûts et nos besoins. Les vêtements produits à partir des matériaux éco-responsables par des travailleurs qui cultivent une passion et transmettent un savoir traditionnel auront infiniment plus de valeur qu'un t-shirt produit en série par des travailleurs exploités et enrichiront notre garde-robe de manière inattendue. Humblement, nous nous tournons vers les spectateurs de ces films pour leur dire une chose simple que nous avons apprise au cours de ces voyages. Achetez moins
pour acheter mieux. Utiliser son imagination et ses mains et ne jamais cesser de s'informer. Nous devons faire cet effort tous ensemble car la planète ne peut plus attendre.